d'organisme de côté l'organique, c'est-à-dire que pour prolonger la réflexion autour de l'approche de Bruno Latour, et la question sur la nature, c'est que la nature, elle englobe du minéral. Ah oui. Gaïa englobe. Gaïa, l'avantage du Gaïa, c'est le caractère holistique. Là, on a un tout, on a une personnalisation. Mais ce qui me semble important, c'est le caractère organique des choses, c'est-à-dire organisé, qui pourrait être un point de réflexion. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai parlé du dedans et du dehors, c'est-à-dire que les notions d'empreinte, de résonance, qui font que ça se structure par de l'interaction et qui fait que la relation est première. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, là, le terme de la nature, il faut s'inscrire dans notre histoire. C'est un mot qui est là dans beaucoup de cultures d'ailleurs. Donc on ne va pas le proscrire en tant que tel. Par contre, il y a un commentaire. D'accord. C'est peut-être Tony Bourg qui. Comment dire? La question, c'est comment on essaye de s'armer, entre guillemets, pour être à la hauteur des défis que vous avez tous mentionnés. Et comment est-ce qu'on arrive à être suffisamment au clair sur comment on utilise les termes à la bonne place et pour le bon usage. Et il n'est pas forcément inutile d'introduire la question dans la question de la nature, de se dire que c'est peut-être intéressant de parler de ce qui est organisé dans la nature, de le distinguer de ce qui est donc organique, vivant, c'est quasi pareil. Et à partir de là, parce que le point que j'essaye de développer, c'est que c'est à partir de la dimension d'organisation qu'on a une sorte de force à l'œuvre dans le monde qui peut être une ressource considérable. On a parlé du soleil, mais le soleil, pourquoi il est formidable? Parce que c'est l'énergie, c'est l'économie de la photosynthèse, et c'est ce qu'ont fait les plantes. C'est-à-dire que quand on dit ça, c'est juste ce que les plantes ont fait pour permettre de produire l'oxygène, qui ont permis le développement au Cambrien, l'explosion au Cambrien. Donc, je dirais, la dimension d'organisation qui est à l'œuvre dans le monde, il faut pouvoir la reconnaître. Et est-ce que le mot nature parle de ça? Je ne suis pas sûre. La nature englobe et ne montre pas la dynamique, pour moi. Mais après, voilà. Et après se pose la question de l'extériorité de la nature, qui, moi, me semble très problématique. C'est toujours la même question, quel usage on fait du concept? Mais je reviens à ce que disait un petit peu Marx, ce qui est fondamental, je pense, on peut discuter l'histoire du mot nature, etc. Ce qui est fondamental, pour nous, il me semble, c'est de percevoir que nous ne sommes pas spectateurs de la nature, externe de la nature, nous en sommes partie prenante. Et si on dit ça, on rejoint les idées fondamentales de Lustenberg, de Descola, etc. Enfin, il me semble, là, sur le fait. Oui, mais il faut vraiment prendre la mesure de ce que ça veut dire que l'empreinte de l'autre en soi. Oui, mais après, est-ce qu'on lui prête une subjectivité ou pas? Et c'est intéressant. Alors, tu citais Hartmut Rosa sur la résonance. Bon, moi, je viens d'écrire un texte de discussion avec Hartmut Rosa, parce que c'est une proximité extraordinaire avec tout le travail du MOX, maintenant depuis 40 ans. Et il me semble que là, il y a une complémentarité absolue. C'est-à-dire que qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui permet que les relations entre les humains résonnent? À mon avis, c'est la relation de don et de contre-don, fondamentalement. C'est la même chose. Et réciproquement, des relations de don, en suivant le cycle complet, demander, donner, recevoir, rendre,
Si ça marche bien, si chacun sait correctement demander, correctement donner, correctement recevoir, alors ça résonne. Enfin, c'est des choses un petit peu complémentaires. Et après, on peut dire la même chose dans le rapport avec la nature, dans le rapport avec les étrangers, dans le rapport avec la nature. Voilà, c'est le problème des catégories qu'on emploie. Et du coup, ça renvoie à cette question. Je m'excuse, je prends plus la parole que je pensais le faire. Mais c'est vrai que c'est un peu l'intervention de Hervé qui m'y pousse. Ça renvoie à cette question, est-ce que l'idée d'un animisme méthodologique a un sens? C'est-à-dire l'idée de prêter une subjectivité au vivant, si on en reste à la sphère du vivant, sachant que le vivant a des sphères un petit peu indéterminées. Les coraux, par exemple, est-ce que c'est minéral ou c'est vivant? C'est pas toujours très facile. Mais est-ce que ça a un sens pour nous de dire, comme l'ont fait toutes les sociétés traditionnelles, fondamentalement? Et là, les distinctions des scolaires entre animisme, totémisme, analogisme sont extraordinairement secondaires par rapport à l'idée fondamentale qui est que traditionnellement, on prête de la subjectivité aux vivants, et pas seulement aux humains. D'un point de vue du droit, et un mouvement qui est intéressant à observer, c'est le fait qu'on voit apparaître dans plusieurs endroits dans le monde des marques juridiques qui aboutissent à donner une personnalité juridique à des fleuves, donc le Gange, il y a aussi un fleuve en Nouvelle-Zélande, etc. Il y avait Sarah Van Hussem, qui est une juriste tout à fait intéressante sur ces sujets-là, qui expliquait que c'est pas forcément la seule manière, c'est pas forcément la voie pertinente à suivre si on veut considérer. Ce qui est important, c'est les écosystèmes. C'est-à-dire que ce n'est pas des organismes vivants auxquels on prête une subjectivité, c'est-à-dire que c'est le commun, donc on rejoint la question qui était évoquée tout à l'heure sur les communs, le commun qui est reconnu comme ayant une valeur à maintenir. Et ça rejoint Arnaud Rosa qui m'a dit vouloir travailler maintenant, après son dernier livre, sur l'indisponibilité, c'est-à-dire que si on a un droit qui considère la valeur de ces collectifs, humains, non humains d'ailleurs, avec l'humain qui peut avoir une fonction d'organisateur ou de facilitateur, eh bien on peut freiner, on peut empêcher justement, mettre en œuvre de l'indisponibilité, ce qui semble vraiment indispensable aujourd'hui pour contrer l'espèce d'accaparement, d'asservissement de toute la nature. En fait, on assiste quand même bien, et c'est Antonin Pelletier qui développe ça à l'Institut Veblen, on assiste bien, en fait, à l'idée que c'est très bien d'effondrer les services écosystémiques, parce que une fois qu'on les aura effondrés, on pourra les vendre. Donc, contre ça, il faut trouver des parades. C'est pas la tête d'Antonin Pelletier. Lui aussi, il est convivialiste. Alors c'est qui est pour la dictature et qui est pour la dictature des marchés. Ça devient infernal. Non, il dit que c'est la tendance. Ah, d'accord. Je vois ici. Il dit que c'est la tendance. Bien sûr, il ne sera pas là si tu veux. D'accord. Mais voilà, le point, c'est pour moi la réflexion qui est importante, c'est qu'est-ce qui va nous armer, qu'est-ce qui va nous permettre comme manière de voir le vivant, le monde, la nature, qui va nous permettre de sortir de cette manière qu'on a eue de dilapider toutes ces ressources. Et si on dit un contrat, ça renvoie au texte de Michel Serres sur le contrat naturel. Mais est-ce que vraiment on a envie d'avoir un rapport contractuel avec la nature? Et contractuel à la française de l'anglo-saxonne. Contractuel à l'anglo-saxonne, ça veut dire donnant-donnant, intérêt partagé, trompe qui peut. C'est la règle du droit coutumier anglais. Trompe qui peut. Puisque le contrat se fait théoriquement entre homo economicus. C'est ça. Oui, mais pardon, oui, je voudrais intervenir parce que j'étais étonnée de tout à l'heure, je ne suis pas du tout spécialiste, je vous écoute avec beaucoup de passion, mais que personne n'ait parlé de cette question des objets de la nature comme sujet juridique. À mon avis, mon humble avis de non-spécialiste,
il n'est pas nécessaire de prêter une subjectivité à ces objets du monde pour en faire des sujets juridiques. Il suffit de dire ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le fleuve qui passe ici, il n'a peut-être pas de subjectivité, mais c'est un bien commun. Et on a pensé finalement à la propriété et le droit uniquement en termes de propriété individuelle et de biens personnels. Eh bien non, il y a des objets qui sont des biens communs et c'est à ce titre-là qu'ils deviennent sujets juridiques et qui peuvent être défendus, non pas parce qu'ils ont une subjectivité, moi ça me paraît délirant, pas intéressant, mais en revanche, ça nous appartient et nous avons intérêt à la défense de ces objets-là du monde. Mais simplement, c'est pas de la propriété privée, ça c'est sûr, il faut changer l'idée même de la propriété, il me semble. Non? Oui, parce que ça, le droit est très porté par un propriétaire, sauf dans le droit médiéval, c'est ce qu'expliquait justement Sarah Van Huxen, c'est qu'il y a des droits d'usage qui sont portés par des bâtiments aussi. Quelquefois, il y a des connexions d'objets entre eux. C'est assez intéressant, hein. Mais c'est un droit ancien. On va peut-être continuer un petit peu les tours.